La rhétorique complotiste sur les réseaux sociaux, elle a l'image de la rhétorique complotiste en général à travers les textes, les vidéos qui sont publiées autour d'une théorie du complot. C'est-à-dire qu'on y retrouve un discours d'accusation, de désignation d'un bouc émissaire, de comploteurs présumés, accusés de se livrer à un acte répréhensible, c'est-à-dire de comploter, au moyen d'une rhétorique qui consiste à utiliser ce qu'on appelle la technique du cherry picking, c'est-à-dire de sélectionner tous les arguments qui vont conforter la théorie du complot, au détriment de tous ceux qui pourraient justement la déranger ou la contredire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'usage comment dire, d'une technique qu'on appelle la conglobation. Que certains auteurs comme Gerald Bronner appellent le millefeuille argumentatif. Il s'agit de juxtaposer un très grand nombre d'arguments qui ne sont pas d'ailleurs forcément cohérents entre eux, qui peuvent même s'annuler mutuellement, se contredire mutuellement, mais c'est pas grave. L'important, c'est de saper toute confiance dans ce que les complotistes appellent la version officielle des faits. Et donc, pris séparément, ces arguments, soit ils ne prouvent rien, ils sont vrais mais ils prouvent rien, soit ils sont faux, on s'aperçoit assez vite qu'ils relèvent de la fake news, ou en tout cas, ils sont incomplets. Et donc, pris séparément, ils ne sont pas compliqués à démonter et à réfuter. Or, présentés ensemble, ils produisent un pouvoir d'intimidation intellectuelle très fort, qui fait qu'on se dit « tout ne peut pas être faux, il n'y a pas de fumée sans feu ». Et donc le doute est instillé, et mission accomplie pour les complotistes, puisque c'est ça qu'il s'agit d'instiller, l'idée qu'on nous ment, l'idée qu'on ne nous dit pas la vérité, qu'on nous manipule. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième grande technique. L'autre technique argumentative qu'on constate assez souvent, c'est l'argument du cui bono. À qui ça profite? C'est la question de Cicéron. C'est bon pour qui? Et donc, il s'agirait de désigner, en tout cas de trouver, d'identifier à qui profite une situation pour savoir qui est derrière cette situation. Or, c'est parfois vrai, mais c'est loin de l'être toujours. Et quand ça constitue l'argument principal d'un raisonnement, la pierre de touche d'un raisonnement, on voit bien que c'est incomplet, c'est insuffisant. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait suspecter toutes les veuves d'avoir hérité de leur époux défunt, de l'avoir assassiné. On voit bien que c'est complètement délirant. Ça fonctionne souvent comme ça, l'accusation conspirationniste. Autre point, c'est le renversement de la charge de la preuve. Lorsque les complotistes dénoncent un complot, très souvent, ils vont vous dire prouvez-nous que le complot qu'on dénonce n'existe pas. Or, en bonne logique, on ne peut pas prouver qu'une chose n'existe pas. Et donc, c'est à celui qui affirme l'existence de quelque chose de le prouver. Encore une fois, ce qui s'énonce sans preuve se réfute sans argument. Donc, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans la rhétorique complotiste. Prouvez-nous que le complot qu'on dénonce n'existe pas. Non, c'est à vous de le prouver. La vision du monde qui est véhiculée par la théorie du complot, c'est une vision du monde assez pessimiste sur le plan anthropologique. De l'homme, on s'attend au pire. Et donc, ça présuppose que nos dirigeants démocratiquement élus sont en réalité des gens corrompus, des psychopathes qui veulent notre mal, ou des gens qui sont manipulés par des puissances obscures, tapis dans les coulisses, qu'on ne voit pas. Et donc, si la démocratie, c'est cela. Si le système démocratique, c'est de mettre au pouvoir des gens aussi corrompus, aussi malveillants, aussi diaboliques, eh bien, on est conduit fatalement à remettre en cause la validité du système qui produit cela, donc du système démocratique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le complotisme, en tant que récit alternatif de la réalité, il corrode la base factuelle de réalité qu'on a tous en commun, le monde commun, dirait Hannah Arendt, qui nous permet de faire en sorte que le débat démocratique porte sur des faits, et pas sur des illusions, des fictions, etc. Si cette base commune, ce socle de réalité factuelle, il est mis à mal, s'il est dissous, si on ne le partage plus, eh bien, le débat démocratique devient un dialogue de sourds, à proprement parler. C'est-à-dire qu'on ne partage plus la même réalité. Notamment, on ne sait pas qui a gagné les élections. Si vous n'êtes pas d'accord sur l'issue du scrutin, sur qui a gagné les élections,
Ben, c'est votre droit et même votre devoir de citoyen en démocratie de vous insurger. Et ça conduit à des épisodes funestes, comme celui auquel on a assisté avec la prise du Capitole le 6 janvier 2021. C'est-à-dire que si on ne peut plus trancher nos désaccords par le dialogue, par le débat, ce qu'on fait en démocratie, ce qu'on fait en République, eh bien, il ne reste plus que le rapport de force brutal, violent. Et ça, c'est une source de préoccupation majeure pour la survie à l'avenir de la démocratie. On dispose de chiffres grâce à des enquêtes d'opinion qui sont très nombreuses à l'international, ici, de la part d'instituts de sondage très divers, et qui tous arrivent au même constat, c'est-à-dire que le complotisme, comme vision du monde, comme imaginaire, c'est un phénomène tangible. Lorsqu'on demande simplement aux Français s'ils croient aux théories du complot, de cette manière-là, 35% répondent par l'affirmative. Chez les Américains, c'est 55%. Donc on est là face à quelque chose d'assez tangible. On n'est pas là face à une bulle médiatique qui serait entretenue pour d'obscures raisons par des chercheurs, des hommes politiques ou des journalistes. Lorsqu'on s'intéresse par exemple aux théories du complot événementiel, le 11 septembre, la mort de Lady Di, est-ce qu'on a marché sur la Lune, etc., on s'aperçoit qu'on a au moins un Français sur 5 qui souscrit de manière significative à ces grandes théories du complot. Donc voilà, la réalité des chiffres est quelque part là, entre un Français sur 5, un Français sur 3, si on veut, et c'est assez similaire à ce qu'on observe dans les autres grandes démocraties occidentales. Alors bien sûr, il y a des pays où on a des taux d'adhésion conspirationniste bien plus élevés qu'ici, en France ou en Allemagne, en Angleterre. Je pense à des pays comme le Mexique, la Turquie, l'Arabie Saoudite. Et puis il y a des pays où on adhère significativement moins à ces choses-là qu'en France, 2 fois moins par exemple. C'est le cas du Danemark, par exemple. Notre hypothèse de travail, c'est qu'il y a une corrélation assez nette entre la confiance qu'on peut avoir dans les institutions démocratiques et l'adhésion au conspirationnisme, aux théories du complot en général. C'est-à-dire que plus on a foi, plus on a confiance dans les grandes institutions démocratiques, plus ce phénomène complotiste est limité et contenu. Voilà. L'intelligence artificielle, en réalité, elle est déjà présente dans les algorithmes de recommandation depuis très longtemps, et elle participe de cette économie de l'attention qui est le modèle des plateformes, le modèle de rémunération des grandes plateformes de réseaux sociaux. Ce qui est nouveau avec des outils comme ChatGPT ou d'autres, c'est sa démocratisation et le caractère génératif de cette IA, c'est-à-dire qu'on peut lui demander de produire du texte, du son, de l'image, de la vidéo même, avec quelques lignes de commande très, très simples et très accessibles. Et surtout, c'est gratuit. Donc le coût de production de ce type de contenu s'est effondré, il est proche de zéro. Le problème, c'est que ce type de contenu, ça peut aussi être des contenus de fake news, des théories du complot, du faux. Donc la désinformation n'a jamais eu autant de facilité, d'une certaine manière. Maintenant, l'IA générative, elle vient redistribuer les cartes. C'est-à-dire que c'est une nouvelle donnée dans cette équation complexe du combat entre l'information, la bonne information à haute valeur ajoutée, et la désinformation. Donc toute la question, c'est de savoir comment on peut l'utiliser pour lutter contre la désinformation. Il y a des initiatives en ce sens qui existent. Je pense à un outil comme Vera, qui va se brancher en temps réel sur plusieurs centaines de sites, notamment de sites de fact-checking, donc qui est une aide, d'une certaine manière, pour s'orienter lorsqu'on est un particulier, qu'on cherche à s'informer correctement. On a la garantie que ce robot conversationnel, Vera, va taper uniquement dans des sources identifiées au préalable comme fiables. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième, c'est d'avoir des chatbots, oui, des robots conversationnels, entraînés à réfuter les théories du complot, et qui vont se brancher sur un corpus de données extraordinairement massif, important, qui fait qu'il va pouvoir
discuter avec un utilisateur et le réfuter ses arguments complotistes. On sait que ça peut produire des effets assez bénéfiques et faire baisser le taux d'adhésion aux théories du complot. Il y a une étude retentissante qui a été publiée l'année dernière sur le sujet. Donc, d'une certaine manière, tout n'est pas noir, quoi. Il y a quand même de l'espoir. Mais il n'en demeure pas moins que l'IA générative telle qu'elle peut être utilisée sur les plateformes aujourd'hui, y compris par les désinformateurs, elle a pour effet aussi d'accroître le problème. Lorsque l'image n'existe pas, il suffit de la générer. Ça donne aussi une capacité plus grande aux désinformateurs, aux théoriciens du complot, de produire des contenus beaucoup plus sophistiqués. Voilà. Et en un temps très limité. Donc oui, d'une certaine manière, ça vient complexifier l'équation.